L'Amérique s'apprête à sanctionner Obama, élection de mi-mandat qui devrait donner une majorité aux républicains au Congrès. La politique étrangère des États-Unis au Proche-Orient en sera-t-elle affectée? On évoque cette question dans un instant. La fête sacrée de l'Achoura aujourd'hui pour les musulmans chiites, célébration sous très haute surveillance en Irak alors qu'au Liban, le Hezbollah en profite pour menacer de nouveau Israël. Déferlement de violence sans précédent lors d'un match de football hier soir en Israël. Le derby entre les deux clubs de Tel Aviv a dû être arrêté. Une dizaine de supporters ont été arrêtés. Le Grand Direct avec Jean-Charles Banou. Bonsoir à tous. On va donc s'intéresser ce soir à l'un des faits politiques marquants de cette journée, les élections de mi-mandat, midterms élections, comme l'on dit aux États-Unis. Elles concernent évidemment une partie du Congrès, mais cela marque évidemment un premier bilan pour Barack Obama. Et nous, on va se demander justement quelles conséquences pourrait avoir un changement de majorité parlementaire ce soir, comme le disent les sondages, pour la politique étrangère des États-Unis. On va en parler ici même avec Emmanuel Navon. Bonsoir. Bonsoir. Professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv. Ali Waked. Bonsoir, également. Bonsoir Ali, vous êtes expert pour le monde arabe et musulman. Alors, avant d'évoquer donc ce qu'une majorité républicaine pourrait changer pour la politique américaine au Proche et au Moyen-Orient, dont on sait qu'elle a été sous le feu de critiques, notamment ici en Israël, en images. I believe that what people want is not more Republicans or more Democrats or more partisanship. They want people to work together. I've got 100 locations across North Carolina right now with 10,000 volunteers hitting the pavement, knocking on doors, reminding people the importance of exercising our constitutional right to vote. Hope is what America's all about. Hope in better days, hope in building up a middle class, hope in handing down something better to our kids. That's why you have to vote. Alors, soyons clairs, évidemment, si les premiers résultats attendus ce soir, en heure israélienne, donnent une majorité républicaine au Congrès, c'est avant tout évident pour des questions de politique intérieure qu'Obama devrait être sanctionné ce soir. Mais tout de même, le manque de leadership évoqué à plusieurs reprises des États-Unis dans des crises comme celle de la Syrie peuvent également peser dans la balance. C'est en tout cas une des questions que l'on va se poser avec vous. Messieurs, Emmanuel Navon, à votre avis, est-ce que justement si les républicains ce soir l'emporte, est-ce que ça signifie justement aussi qu'une partie de ce mécontentement vient de la politique étrangère américaine ou pas? Je pense que oui. En général, les élections américaines se décident essentiellement sur les sujets de politique interne. Ceci dit, lorsqu'il y a des gros déboires pour la politique étrangère américaine, cela influence également le vote des Américains. Et il y a eu de très gros déboires, des humiliations pour la politique américaine, ce qui rappelle un peu aussi ce qui avait fait perdre Jimmy Carter en 1979 face à Ronald Reagan, à cause de l'humiliation en Iran et en Afghanistan. Il y a là quand même, après le manque de leadership que vous avez rappelé d'Obama en Syrie, il y a 1 an et demi, et puis maintenant la tentative américaine qui pour l'instant ne porte pas ses fruits d'essayer d'endiguer l'avance de l'État islamique en Irak et bien entendu le dossier iranien dans lequel on a l'impression que ce sont les États-Unis qui courent après l'Iran pour arriver à un accord. Tout cela, les Américains, même s'ils sont avant tout préoccupés par les questions internes et économiques, se sentent humiliés, en tout cas se posent des questions sur la politique du président Obama, la politique étrangère du président Obama, et il semble qu'il en paiera les conséquences dans le vote qui se tient aujourd'hui. Ali Waked, c'est aussi Humilier votre avis? peut-être pas le public américain, mais poser des questions certes
certainement, vous savez, c'est sous le mandat du président Obama qu'on peut dire que les États-Unis ont été déplacés d'être la première superpuissance mondiale, d'être peut-être la première puissance parmi d'autres puissances. Et ce changement, on le voit non pas seulement dans la position, le poids des États-Unis dans notre région, mais partout dans le monde. On a vu la crise en Ukraine, on a vu ce qui s'est passé en Amérique latine, mais on a vu aussi certainement ce qui s'est passé dans notre région. C'est vrai qu'il y a le dossier iranien, il y a les autres dossiers, le dossier de la Syrie, il y a le dossier du conflit israélo-palestinien que nombreux ont été les secrétaires d'État, mais les deux principaux ont été Hillary Clinton et John Kerry, qui ont essayé en vain de faire bouger ce dossier. On voit que le monde palestinien, israélien et ailleurs, on n'accorde pas cette importance, ce poids aux États-Unis comme on l'accordait avant. Et je ne sais pas comment expliquer ça, parce que sur le plan, on dit que ces élections sont concentrées sur le plan interne. Sur le plan interne, on voit la croissance augmenter, 3,5 par trimestre, beaucoup plus élevé que la croissance dans le monde, que la croissance en Europe. Et on voit le chômage en train de baisser, on voit la politique médicale qui a été trop critiquée par les républicains, arranger des centaines, des milliers, voire des millions des Américains. Et en fin de compte, tous ces acquis sur le plan interne n'ont pas encouragé les Américains à voter Obama, à voter démocrate. La grande question, est-ce qu'un président américain avec un congrès d'opposition, il sera beaucoup plus libre, ou il sera beaucoup plus réduit, limité dans son champ de manœuvre? L'histoire prouve qu'il y avait des scénarios différents où un président était aligné selon la majorité au Congrès, et d'autres cas, on a vu des présidents qui se sentaient beaucoup plus libres à exercer leur politique, surtout leur politique en matière étrangère, parce qu'en politique de matière intérieure, il est beaucoup plus dépendant du Congrès. Oui, parce que c'est vrai qu'en politique étrangère, la Constitution américaine donne des pouvoirs assez larges finalement au président américain. Ça ne l'empêchera peut-être pas de gouverner, de plus avoir la majorité, en tout cas pour l'étranger. C'est un sujet qui donne lieu à de nombreux débats et de nombreux conflits aux États-Unis, les questions constitutionnelles. Quelles sont exactement les prérogatives du président et du Congrès en termes de politique étrangère? Il y a des questions qui sont tranchées sur la déclaration de guerre, par exemple, qui appartient au Congrès. Et il y a des questions qui restent très, très floues et qui finalement étaient décidées au cours du temps par une espèce de tradition de gouvernement aux États-Unis. Cela signifie quoi concrètement? Cela signifie qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels le président pourra décider seul. Mais d'abord, cela va dépendre beaucoup de quelle majorité. Est-ce que les républicains vont avoir une majorité importante ou réduite? Il est clair que le président des États-Unis ne pourra plus mener sa politique étrangère comme avant le 4 novembre. Beaucoup parlent d'un remplacement de son secrétaire d'État et de même de son secrétaire de la Défense, Chuck Hagel. Et donc là, effectivement, il y aurait un changement. Il y aurait un changement de politique étrangère sous la pression du Congrès. Je vous rappelle que les républicains sont extrêmement critiques, c'est vrai, des politiques intérieures d'Obama, en particulier sa politique de réforme du système social, de sécurité sociale, mais surtout sur sa politique étrangère. Et c'est là que les républicains l'attendent au tournant. C'est là que les républicains vont insister pour qu'il change sa politique, pour qu'il change son ministre des Affaires étrangères et son ministre de la Défense. Et donc je pense que là, on peut effectivement s'attendre à un changement. Ouais. Alors on va justement voir quels sont les dossiers sur lesquels ce changement pourrait s'opérer, dossiers chauds du moment concernant le Proche-Orient, l'Iran, le processus de paix israélo-palestinien. Explication tout de suite avec Léa Berdugo. Benyamin Netanyahou qualifié de poule mouillée par un membre de l'administration Obama, dernière preuve des relations extrêmement tendues entre Israéliens et Américains, notamment sur la question des implantations. Mais au-delà, la crainte du gouvernement israélien est de perdre le soutien des États-Unis au sein des instances internationales. Israël craint en effet de ne plus bénéficier du veto des États-Unis lors du vote autour du projet de résolution fixant un calendrier pour la fin de l'occupation israélienne.
Un projet que les Palestiniens soumettront bien courant novembre au Conseil de sécurité de l'ONU. L'absence de veto des États-Unis, une éventualité encore inenvisageable il y a quelques années, mais une inquiétude qui s'exprime chez certains éditorialistes israéliens. Selon un journaliste du quotidien Maariv, ce serait d'ailleurs la principale inquiétude de Benjamin Netanyahou. En quoi les élections de mi-mandat pourraient changer la donne? Si les Républicains remportent la majorité au Congrès, le secrétaire d'État John Kerry pourrait être remplacé, ce qui modifierait le cours de la politique étrangère américaine au Proche-Orient, les Républicains étant considérés comme traditionnellement plus favorables au gouvernement israélien. Autre enjeu crucial, l'Iran. En 2012, Benjamin Netanyahou s'affichait sur toutes les télés américaines. Son but, militer pour une politique beaucoup plus offensive. Un soutien à peine voilé pour Mitt Romney, le candidat républicain. Aujourd'hui, l'enjeu reste identique pour les Israéliens. Si une majorité républicaine s'impose au Congrès, la politique étrangère des États-Unis au Moyen-Orient pourrait évoluer, notamment sur l'Iran. C'est du moins l'espoir du gouvernement israélien. Les républicains se montrent beaucoup plus favorable à une politique de sanctions envers la République islamique, ce que l'administration Obama a tenté plusieurs fois de contrer à l'heure des votes au Congrès. Alors voyons justement sur ces dossiers avec vous ceux qui pourraient évoluer ou pas. Si on parle d'abord des relations avec les Palestiniens, on voit aujourd'hui que les Palestiniens disent, après avoir rencontré Kerry hier, finalement les Américains n'ont rien à nous proposer pour relancer les négociations. Donc nous on va aller, quoi qu'il en soit, ce mois-ci à l'ONU pour obtenir une résolution. À votre avis, est-ce qu'un changement de majorité pourra changer la donne là-dessus ou pas, Ali Waken? Il pourra contribuer à l'entêtement des Palestiniens de continuer leur marche vers l'internationalisation du conflit israélo-palestinien, leur marche vers l'intégration dans les institutions internationales, être accepté dans diverses conventions internationales et estimant que les États-Unis ne vont pas exercer la pression que les Palestiniens ont souhaité sur le côté israélien, surtout s'il y a un nouveau secrétaire d'État, surtout si, par exemple, Hillary Clinton ou autres vont déjà préparer la campagne de l'an 2016. Donc, les Palestiniens voient que leur marche ne sera pas affectée par une administration qui pourra sanctionner. C'est une administration qui commence son bout, une administration dont on voit la fin. Et donc, les Palestiniens qui ont prévu ces résultats, se sont préparés. Quand on posait la question aux Palestiniens, est-ce que vous ne craignez pas une confrontation avec l'administration? Ils disent que l'équipe Kerry sera remplacée et le président Obama sera beaucoup plus limité dans son champ de manœuvre, y compris contre les Palestiniens. Emmanuel Navol, là-dessus, vous pensez que ça va, si les Républicains l'emportent, cela peut modifier ou pas la politique américaine vis-à-vis d'Israël ou des Palestiniens? Il y a deux scénarios possibles. Soit Obama, étant donné qu'il n'aura plus que 2 ans et qu'il sera minoritaire, ne se sentira plus obligé vis-à-vis du vote juif. C'est une théorie qui dit que finalement, là, il va se relâcher. L'autre théorie dit qu'au contraire, puisque justement les démocrates et les républicains vont devoir maintenant se préparer aux élections présidentielles et sénatoriales dans les 2 ans, là, au contraire, ils vont devoir se préparer aux prochaines élections. Donc, ces deux possibilités existent, mais en fin de compte, sur la question de fond, qui est ce projet de l'OLP de soumettre au Conseil de sécurité au mois de janvier, lorsque la composition du Conseil leur sera plus favorable. Un projet de résolution exigeant un retrait israélien aux lignes d'armistice de 1949. Votre journaliste Léa Berdugo a parlé d'occupation. Ni les Américains ni les Israéliens parlent d'occupation, mais en tout cas un retrait israélien aux lignes d'armistice de 1949. Il parle de territoires disputés en général. Ça dépend effectivement qui dans l'administration américaine. En tout cas, lorsque Madeleine Albright était secrétaire d'État, elle avait dit clairement qu'il ne s'agit pas de territoires occupés, mais de territoires contestés. Je ferme la parenthèse. En tout cas, il y a déjà une résolution au Conseil de sécurité qui a été votée en 1967, en novembre 67. C'est la résolution 242 qui est toujours d'actualité. La question est de savoir pourquoi elle a changé. La résolution 242 dit déjà quels sont les termes, quels doivent être les termes d'un accord de paix, un retrait israélien dont la profondeur doit être négociée, sujet à négociation, des frontières israéliennes sûres, reconnues et défendables, et une véritable paix dans la région, et une solution, je vous rappelle, c'est aussi dans la résolution 242, au problème des réfugiés, pas seulement des réfugiés arabes, mais également des réfugiés juifs de 1948. Donc aucune raison de changer cela. Pourquoi est-ce que cette résolution vis-à-vis des Palestiniens, elle a été appliquée, je vous rappelle, vis-à-vis de l'Égypte.
entre Israël et l'Égypte. Elle a été appliquée entre Israël et la Jordanie. Elle n'a toujours pas été appliquée entre Israël et les Palestiniens en dépit de 20 années de négociations, en particulier parce que l'OLP a toujours refusé de transiger sur le soi-disant droit au retour. Donc maintenant, venir et dire qu'il faut une autre résolution, cela n'est pas du tout... Dans les deux cas précédents, jordanien et égyptien, il n'y avait pas des corrections territoriales aussi importantes comme l'exige le gouvernement israélien du côté palestinien. Les corrections territoriales face à l'Égypte sont minimales et face aux Jordaniens, il y avait tout le territoire jordanien était retourné aux Jordaniens avec une possibilité de louer de la part du gouvernement israélien une partie de ce territoire. Avec une grosse différence, c'est qu'avant la guerre de 6 jours, il y avait une frontière internationale entre Israël et l'Égypte. Il y avait une frontière partielle entre Israël et la Jordanie. Il n'y a jamais eu de frontière internationale entre Israël et un État palestinien qui n'a jamais existé dans le passé. C'était des lignes d'armistice entre Israël et la Jordanie. C'est pourquoi la résolution 242 parle... Oui, mais tout le monde sait où était l'armée israélienne à la veille de mai 67 et où il est devenu au lendemain du 7 juin. Oui, mais ça n'était pas une frontière internationale et c'est la raison pour laquelle la résolution 242 dit bien que les frontières devront être négociées. C'est un sujet à négociation. On ne peut pas changer la résolution 242 et en faire a posteriori une frontière internationale qui n'a jamais existé dans le passé. La question des frontières est un sujet qui doit être négocié. Comme vous l'avez dit, c'est vrai, vis-à-vis de l'Égypte, il n'y a pas eu de gros changements parce qu'il y avait effectivement une frontière internationale. Entre Israël et la Jordanie, il n'y avait pas de frontière internationale. Il y avait une ligne d'armistice temporaire définie comme telle dans les accords de Rhodes de 1949. C'est là une très grosse différence. Alors si on regarde maintenant un peu plus large dans la région, on parlera de l'Iran dans un instant, mais tout d'abord sur ce qui se passe en Syrie. On sait que les républicains ont quand même la réputation et la vocation à être plus belliqueux, on va dire, que l'administration Obama. Est-ce qu'à votre avis, eh bien, les républicains pourraient pousser à un engagement plus fort des Américains à lutter contre l'État islamique? Ou est-ce que là, ce serait... Oui, mais le retrait des troupes américaines de l'Irak et de l'Afghanistan a fait partie centrale de la campagne du président Obama en 2008. Toute sa campagne, ou une bonne partie de sa campagne, s'était basée sur la crise dans l'économie américaine et dans les politiques américaines que les républicains ont fait plonger les États-Unis suite à leur décision d'envahir l'Afghanistan et l'Irak. Donc je ne vois pas les républicains, malgré leur rhétorique critiquant vis-à-vis du président Obama, changer cette attitude du without boots, sans boots sur le terrain. Il peut se faire qu'on verra plus de conseillers américains sur le terrain, plus d'unités de soutien, mais qui ne seront pas confrontés directement avec l'État islamique, avec les groupes djihadistes. Et cette confrontation avec les éléments djihadistes, et je dis éléments djihadistes, non pas seulement l'État islamique, peut avoir une influence sur la direction que peut prendre le scénario sur la politique étrangère du président Obama. Est-ce qu'il va être enfermé sur la politique interne ou est-ce qu'il sera obligé de réagir face à l'évolution externe? Si jamais le défi présenté par les djihadistes deviendra de plus en plus important, chose qu'à mon avis va se passer, les États-Unis seront obligés de changer cette politique de sans boots ou cette politique de minimum intervention dans les affaires interne ou militairement parler. On entend ces derniers jours Taliban, Pakistan et Afghanistan, Ansar Bayt al-Maqdis au Sinaï et en Égypte se dit prêt à faire partie de cette confrontation entre musulmans et étrangers, entre musulmans et régimes arabes modérés. Donc cette confrontation qui, d'une façon fautive, on le regarde comme une confrontation en Irak et en Syrie, risque de se détériorer très rapidement en une confrontation beaucoup plus large, voire dans toute la région. On entend que les services de sécurité jordaniens ont mis ces derniers jours les mains sur des cellules djihadistes dans certaines villes jordaniennes. On a entendu le calife de l'État islamique, Abu Bakr al-Baghdadi, appeler Ansar Bayt al-Maqdis, les djihadistes en Égypte, de concentrer leurs frappes non pas seulement au Sinaï, mais au Caire pour attirer l'attention, l'effort, l'investissement de l'armée égyptienne. Donc cette campagne, cette confrontation risque d'obliger les États-Unis à réviser leur politique. Emmanuel Navon, les républicains peuvent-ils augmenter la présence militaire des Américains dans cette région? En général, dans la campagne actuelle, les sénateurs, les candidats républicains ont en général pas appelé à mettre des bottes sur le terrain parce que c'est quelque chose qui n'est pas très populaire aux États-Unis.
Ceci dit, là où je vois un changement, d'abord, c'est vrai qu'il y a un problème avec la politique de l'actuelle administration contre l'État islamique d'Irak. Parce que les bombardements aériens jusqu'à présent, effectivement, avec le soutien de pays comme le Canada, la Grande-Bretagne et la France, n'atteignent pas leurs objectifs. L'État islamique continue de progresser. On voit que la Turquie ne collabore pas vraiment, une politique plus qu'ambiguë. Et par conséquent, il faut bien reconnaître que pour l'instant, cette politique ne marche pas. Est-ce que cela signifie que les républicains, d'abord, ils ne pourront pas non plus imposer au président Obama d'envoyer des troupes sur le terrain. En revanche, là où ils pourront influencer effectivement sur le président Obama, c'est sur le dossier iranien. Là, oui, là, je pense qu'on peut s'attendre à un changement. Et en plus, on s'approche dans 3 semaines à la deadline, à la date butoir d'un accord. Et je pense que si l'accord est considéré comme inacceptable par les républicains, on peut s'attendre effectivement à une confrontation entre le pouvoir législatif et exécutif sur cette question. D'abord parce qu'il faudra qu'un tel accord soit approuvé par le Congrès. Et si cet accord n'est pas approuvé, alors il n'y aura pas d'accord. Le président, le pouvoir exécutif a le pouvoir de négocier, mais il doit être approuvé ensuite par les 2 chambres. Donc c'est plus sur le dossier iranien qu'on peut s'attendre, à mon sens, à un changement. Alors on sait que c'est source de tension également et souvent entre Américains et Israéliens, justement dans ce dossier iranien. On a voulu justement interroger dans les rues de Tel Aviv aujourd'hui des Israéliens à propos de ces élections. Est-ce que ça peut améliorer, changer les relations entre Washington et Jérusalem? Écoutez ces témoignages. La situation entre Israël et l'Amérique n'est pas bonne. Je pense que quand ils auront un nouveau président, les relations changeront pour le mieux. Quand Obama a été élu, les relations entre Israël et l'Amérique étaient déjà tendues, mais il était déjà soutenu. Je ne pense pas que ça aura une grande influence. On a vu l'état des relations israélo-américaines depuis ces 8 dernières années. Peut-être que c'est aussi à cause de Bibi. Donc ce n'est pas sûr, mais oui, ça peut avoir une certaine influence. Je pense que oui, mais surtout j'espère qu'il y aura une réflexion en Israël par rapport aux élections aux États-Unis. Voilà, c'est vrai que ça a souvent été des problèmes de personnes qui ont été invoqués, mais il y a aussi des problèmes de point de vue, notamment sur le dossier iranien. Là aussi, les républicains ont toujours été favorables à la position très dure soutenue par Israël, plutôt que celle d'Obama, qui est plus ouvert vers l'Iran. Tout à fait. Les pronostics prévoient une prolongation de cette date butoir le 24 novembre. On ne verra pas un accord conclu entre l'Iran et la communauté internationale. Mais il faut faire attention. Le Congrès républicain rentrera en fonction en janvier. Maintenant, est-ce que les républicains auront de force pour essayer de faire pression à aboutir à un accord qui conviendra à Israël et conviendra aux républicains au 24 novembre? Je ne vois pas ça, mais sans doute le dossier iranien sera peut-être le premier en matière de politique étrangère, plus que le dossier du djihadisme global qui verra confronter Obama à son nouveau Congrès. Alors on a évoqué des problèmes de personnes, également liés peut-être à la personnalité des uns et des autres. Obama, Netanyahou, personne ne va les changer, en tout cas certainement pas ces élections de ce soir, mais vous parliez tout à l'heure du possible remplacement de Kerry. Est-ce qu'à votre avis, une autre personnalité peut aussi modifier, pourquoi pas, déjà les rapports qui peuvent exister entre Israéliens et Américains? Est-ce qu'un autre secrétaire d'État pourrait y parvenir? Vous savez, c'est vrai que les rapports personnels ont une influence, mais encore une fois, il ne faut pas exagérer et remettre les choses dans leurs proportions. Les tensions étaient, à mon avis, encore pires à l'époque de Jimmy Carter et de Menachem Begin. Elles étaient, vous savez, aujourd'hui on a marqué le 19e anniversaire de l'assassinat de Yitzhak Rabin. Lorsqu'il était Premier ministre pour la première fois entre 1974 et 1977, il y avait une crise diplomatique très grave entre les États-Unis et Israël en 1975. Les États-Unis ont basiquement forcé Israël de se retirer d'à peu près 20% de la péninsule du Sinaï. C'était le 2e accord de cessez-le-feu avec l'Égypte. Et au début, Rabin avait refusé. Et le président Gerald Ford, à l'époque, qui avait remplacé Nixon après le scandale du Watergate, avait parlé d'une reassessment, de faire un recalcul, un changement profond de la relation avec Israël. Il y avait une véritable crise diplomatique. Donc souvent, on oublie un peu l'histoire, on oublie de mettre les choses en perspective. Oui, il y a un désaccord, on le sait, sur le dossier iranien. Vous avez parlé de la position dure de Netanyahou, on pourrait parler aussi de la position molle de Obama. Il y a un désaccord entre les deux. C'est très clair. Les États-Unis sont prêts à accepter un Iran au seuil nucléaire et Israël n'est pas prêt à cela. Sur la question du conflit israélo-palestinien, on a entendu effectivement à plusieurs reprises John Kerry
blâmer Israël plus que l'autorité palestinienne pour l'échec des négociations. Alors qu'on a très bien vu comment est-ce que Abou Mazen a refusé de faire tout compromis sur la question des réfugiés de Jérusalem, des frontières, etc. Mais Kerry ne voit de faute que dans Israël. Il n'a cessé de menacer, entre guillemets, Israël des conséquences de l'absence d'un accord de paix, mais n'a jamais menacé Mahmoud Abbas, n'a jamais trouvé bon à répondre à ces déclarations enflammées ces dernières semaines. Donc là, effectivement, il y a un désaccord qui, à mon sens, contrairement à ce que disent beaucoup de commentateurs israéliens, provient avant tout de la position Obama-Kerry sur le dossier palestinien et sur le dossier iranien. Ce n'est pas parce qu'il y a un désaccord légitime qu'Israël doit abandonner ses intérêts fondamentaux. C'est votre avis, la personnalité joue beaucoup? Est-ce que si Kerry part demain, ça peut changer la donne ou pas? Non, je ne pense pas que c'est la personnalité exclusivement. C'est aussi des différences de base entre toute administration américaine et entre le gouvernement israélien. On a vu ça déjà depuis George Bush, le père, face à la question israélo-palestinienne, George Bush, le père, avec Yitzhak Shamir, et ça a continué jusqu'à présent Netanyahou et Obama. Mais à mon avis, ça reflète une différence très profonde entre les deux États. Et les sondages entre la jeunesse, au sein de la jeunesse américaine, prouvent que ce n'est pas seulement le secrétaire d'État américain qui blâme Israël d'être plus responsable sur l'effondrement des négociations de paix. C'est une grande partie du public américain, notamment la jeunesse. Et je ne vais pas défendre les Américains, le secrétaire d'État, mais c'est l'Union européenne qui partage avec les Américains leur vision sur le conflit israélo-palestinien. La grande question, est-ce que sur les deux scénarios, être plus libre à faire pression sur Israël, est-ce que Obama adoptera cette politique, ou est-ce que Obama va s'incliner devant les intérêts du Parti démocrate de conserver ce qui reste de l'électorat juif pour préparer les présidentielles de 2016. Ouais. Est-ce qu'on a coutume de dire finalement qu'Israël, c'est peut-être une rumeur, vous allez me dire votre avis là-dessus, mais préférerait finalement les républicains, a toujours préféré les républicains aux États-Unis? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est quelque chose de continu ou pas dans l'histoire? Non, c'est faux, c'est complètement faux. C'est récent que les républicains soient plus du côté d'Israël que les démocrates. Dans le passé, c'était le contraire. Je vous rappelle que dans les années 50 et 60, sous l'administration républicaine de Dwight Eisenhower, la politique américaine était ouvertement pro-arabe. Et c'est uniquement avec l'administration Kennedy en 1961 que l'Amérique a recentré sa politique. Johnson même. Et surtout Johnson, ça a commencé avec Kennedy. C'est vrai que c'est ensuite sous Johnson qu'une alliance a commencé à se former uniquement au milieu des années 60. Et donc c'est plutôt, je dirais, à partir des années de Jimmy Carter et de Ronald Reagan que la tendance s'est inversée. La tendance s'est inversée avec un parti démocrate plus tiers-mondiste et un parti républicain plus conservateur, en particulier dans le contexte de la guerre froide. Donc c'est nouveau, ces relations entre les républicains et Israël. Nouveau relativement, bien entendu. Eh ben, on verra ce que ça donne ce soir avec les résultats donc attendus dans la nuit. Merci beaucoup Emmanuel Navon, merci Ali Waqued. Suite du Grand Direct dans un instant. On parlera de la fête chiite de l'Achoura, célébrée sous très haute surveillance au Moyen-Orient. A tout de suite. Vote sanction attendu aux États-Unis la nuit prochaine pour Barack Obama. Les élections de mi-mandat devraient permettre aux républicains de remporter la majorité dans les deux chambres du Congrès. La fête sacrée de l'Achoura, célébrée aujourd'hui par les musulmans chiites, célébration sous haute surveillance en Irak notamment, alors qu'au Liban, le Hezbollah a menacé de nouveau Israël. On en parle dans une seconde. Et puis ce déferlement de violence sans précédent lors d'un match de football hier soir en Israël. Le derby entre les deux clubs de Tel Aviv a dû être arrêté et une dizaine de supporters ont été interpellés. C'est donc aujourd'hui la plus grande fête sacrée dans la religion musulmane chiite. L'Achoura, marquée par des violences sur fond de rivalité entre sunnites et chiites. Exemple en Arabie Saoudite, où 5 pèlerins chiites ont été tués lors d'une fusillade, événement rarissime dans ce pays. Les chiites qui sont également sous très haute surveillance en Irak, où un attentat a eu lieu hier, tuant au moins 16 personnes, alors qu'au Liban, le Hezbollah a profité de cette journée pour menacer de nouveau son ennemi préféré, Israël. David Klezewski.
parfum de guerre froide entre le Hezbollah libanais et Israël. Cette voix qui recouvre la foule est celle d'Hassan Nasrallah, numéro 1 du mouvement chiite. Et ses propos confirment qu'il est aussi un lecteur attentif de la presse israélienne. Ces derniers mois, les militaires de Tsahal ont fait part aux médias de leurs craintes face à la possibilité d'une guerre très violente face au Hezbollah. Hassan Nasrallah confirme. Selon lui, aucune partie du territoire israélien ne pourra échapper à ces missiles de longue portée, estimés à plus de 5000 unités. Les Israéliens disent dans les médias qu'ils auraient à fermer leur aéroport de Ben Gurion et le port de Haïfa. Et oui, cela est vrai. Vous devrez fermer tous vos aéroports et vos ports, car il n'y aura aucun lieu sur la terre de Palestine occupée que les roquettes de la résistance ne pourront atteindre. Préparer la prochaine guerre contre Israël, expliquer celle qu'il mène déjà sur d'autres fronts, le chef du Hezbollah a tenu à justifier l'engagement de ses propres troupes en Syrie, où elles sont impliquées, elles aussi, dans différents massacres aux côtés de Bachar el-Assad. Dans ce discours programme aux accents guerriers, le sort de Jérusalem ne pouvait pas être ignoré. La totalité des musulmans dans le monde est appelée à se mobiliser pour la ville sainte. Il existe un risque réel et sérieux pour la mosquée Al-Aqsa et ce lieu saint est de la responsabilité de tous les musulmans du monde entier, pas seulement des résidents de Jérusalem ou de Palestine, pas seulement des Arabes. Ce serait une catastrophe ultime et une honte pour 1 milliard de musulmans si un de leurs lieux saints et de leurs mosquées était profané, judaïsé ou détruit. Une intervention prononcée le jour de la fête sainte de l'Achoura, l'un des moments forts de la tradition chiite musulmane. Il y a 14 siècles, le petit-fils du prophète Mahomet meurt dans une bataille qui scindra l'islam en 2 branches, sunnites et chiites, dont les relations ont été marquées par de nombreuses rivalités. Irak, Iran, Liban, plusieurs centaines de milliers de personnes ont participé aujourd'hui au défilé. De nombreuses forces de sécurité ont été mobilisées, notamment en Irak, aux abords de la ville de Karbala, protégée par près de 25 000 policiers et 1500 volontaires. Les pèlerins chiites sont menacés par des djihadistes sunnites qui ont promis d'ensanglanter les processions. À Sadr City, déjà 14 fidèles ont été tués dans un attentat à la voiture piégée. Dans 20 jours exactement s'achève le délai prévu par le groupe des 5+1 pour parvenir à un accord avec l'Iran sur le dossier du nucléaire. Des négociations qui continuent parfois dans le plus grand secret actuellement, mais selon certaines informations révélées par le quotidien américain New York Times aujourd'hui, eh bien, un possible déblocage important pourrait survenir. La Russie accepterait de jouer un rôle pour recueillir de l'uranium enrichi par Téhéran. Leslie Rezoug. Une étape décisive pour sortir de la crise sur le nucléaire iranien. L'Iran aurait accepté l'idée d'expédier une partie de son important stock d'uranium à la Russie. C'est en tout cas ce qu'a annoncé le New York Times lundi. Malgré tout, selon l'agence de presse iranienne IRNA, citant la porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, ces spéculations seraient erronées. Une décision importante qui rassurerait les Occidentaux. Moscou devrait alors convertir cet uranium en combustible pour la centrale de Boucher. Une fois transformé, l'uranium est extrêmement difficile à enrichir. Plus question donc de l'utiliser pour l'élaboration de l'arme nucléaire. Ce projet pourrait ouvrir de nouvelles perspectives à l'Iran et au groupe des 5+1 à 3 semaines de la date butoir des négociations. Le 24 novembre prochain, diplomates et représentants gouvernementaux doivent se retrouver, mais les points de désaccord sont encore nombreux. Ils portent notamment sur la centrale à eau lourde d'Arak. Les pays occidentaux exigent aussi que des inspecteurs puissent se rendre dans les centrales iraniennes pour des contrôles. En contrepartie, Téhéran réclame la levée des sanctions économiques. Et Téhéran ne serait pas le seul à bénéficier d'avantages économiques. La Russie recevrait alors des compensations financières. Autre avantage pour Moscou, un rôle privilégié dans les négociations. Si la chef de la délégation américaine Wendy R. Sherman s'est félicitée de cette éventuelle solution, les États-Unis refusent pour le moment de s'étendre sur les détails de l'accord. Une perspective qui ne devrait pas empêcher le secrétaire d'État américain John Kerry, son homologue iranien Mohammad Javad Zarif et la chef de la diplomatie européenne Catherine Ashton de se rencontrer très bientôt à Oman. Des discussions à huis clos pour des négociations qui s'annoncent d'ores et déjà tendues. Et puis à la frontière entre l'Égypte et Gaza, l'armée égyptienne continue depuis plusieurs jours son opération visant à établir une zone de sécurité pour éviter les infiltrations terroristes depuis Gaza. Vous le voyez sur ces images,
Les destructions de maisons se poursuivent. Les habitants égyptiens, côté égyptien, qui doivent être relogés, reçoivent une compensation pour aller s'installer à l'extérieur de cette zone. L'Ukraine veut encore privilégier une solution pacifique avec les séparatistes pro-russes. C'est ce qu'affirme ce soir le président Porochenko, alors que le vote de dimanche dans l'est de l'Ukraine en faveur des séparatistes a relancé l'hypothèse d'une escalade militaire. Joseph Emmanuel. Prestation de serment pour Alexandre Zakharchenko, désigné ce dimanche président de la République autoproclamée de Donetsk. Des élections qui sonnent comme un nouveau coup dur pour l'unité de l'Ukraine, des élections non reconnues par l'Union européenne et les États-Unis, et qualifiée de farce par Kiev. Mais pour les habitants de cette ville de l'Est ukrainien, cette élection représente surtout l'espoir. L'espoir que la situation s'améliore et que la guerre s'arrête. La population de Donetsk a vécu plusieurs mois dans un état de stress permanent au rythme des détonations. L'économie a été gravement touchée et celui que Kiev qualifie de bandit promet des jours meilleurs. Je porterai la bannière de la République populaire de Donetsk avec honneur. Nous allons reconstruire nos maisons, nos usines et nos mines. Et il n'y aura plus de bombes ni d'obus qui exploseront dans nos rues. Une prestation de serment dans une ville où les positions se radicalisent un peu plus chaque jour. Une partie de la population éprouve un fort ressentiment envers Kiev, en particulier dans les quartiers bombardés. À Moscou, le ministère des Affaires étrangères a déclaré respecter la volonté des habitants du sud-est ukrainien. Une position d'autant plus ambiguë qu'officiellement la Russie ne reconnaît pas l'existence des républiques de Donetsk et de Lugansk. La cérémonie s'est passée sous très haute sécurité dans une ville où les partisans du maintien de l'unité avec l'Ukraine se font plus faibles chaque semaine. Ce lundi soir, de violentes déflagrations ont été entendues jusque dans le centre-ville. L'économie, tout de suite. Économie avec Lionel Friedfeld, analyste financier. Bonsoir Lionel. Bonsoir Charles. Alors on va revenir sur les élections de mi-mandat qui ont lieu aujourd'hui aux États-Unis avec vous pour aborder évidemment ce dossier sous un angle économique parce que c'est l'occasion évidemment de dresser un bilan économique de l'action Obama et de son deuxième mandat. Quel est-il ce bilan ? Alors effectivement un bilan assez mitigé en fait de ce mandat à mi-terme d'Obama. Simplement, alors malgré deux chiffres qui sont intéressants, une croissance de 3,5% au troisième trimestre de façon annualisée sur 2014 et un taux de chômage de 5,9%. Ce sont des chiffres apparemment très bons. La réalité est un petit peu différente puisqu'il y a effectivement énormément de gens qui travaillent à mi-temps, qui souhaiteraient travailler à temps plein et qui sont comptabilisés dans ce 5,9%. Deuxièmement, Obama, en février 2009, avait lancé un plan d'investissement de près de 800 milliards de dollars avec principalement 3 points. Un tiers de ce plan, 250 milliards, était investi notamment pour réduire les impôts aux États-Unis. Mais en fait, les ménages en ont profité pour le mettre à la banque et pas effectivement pour faire de la consommation. Ça aurait été intéressant. Deuxièmement, un tiers de ces fonds, à peu près 250 voire à 280 milliards de dollars, ont été faits pour financer des États américains qui étaient quasiment en déficit, notamment sur des programmes de santé et d'éducation. Et simplement 250 milliards de dollars ont été investis réellement dans l'économie sur des plans d'infrastructure pour faire du train, des autoroutes. Mais sur ce chiffre et cette enveloppe, simplement 50% ont été investis. 50% ne sont pas investis. Alors donc voilà pour ce bilan qui sera sans doute une des raisons de la sanction attendue dans le vote ce soir. On parle maintenant d'une autre entreprise américaine, un des géants évidemment mondiaux, c'est Coca-Cola, qui va investir dans la construction d'une usine à Gaza. Alors effectivement, en fait, c'est un plan de développement de Coca-Cola au Moyen-Orient. Ils vont investir 500 millions de dollars en Égypte, également 40 millions de dollars au Qatar et au Pakistan et 20 millions de dollars dans la bande de Gaza, dans la zone industrielle de Rafih. Ça va créer 3000 emplois pour les Palestiniens. Jusqu'à présent, les Palestiniens devaient recevoir dans la bande de Gaza du coca de Ramallah. Merci beaucoup Lionel Friedfeld, analyste financier donc pour cette information. L'armée israélienne a procédé ce matin à la destruction de 2 maisons appartenant à des Palestiniens à Jérusalem-Est, maisons qui avaient été construites sans autorisation dans le quartier d'Abou Tor, là où ont eu lieu la plupart des violences de ces derniers jours. L'état de santé du rabbin Glick, visé justement par un tireur la semaine dernière à Jérusalem, reste toujours sérieux, mais les médecins sont plus optimistes après une nouvelle opération hier. Quant à ses partisans, eh bien, il reste déterminé à obtenir l'autorisation pour construire un jour un nouveau temple de Jérusalem à côté des mosquées sur la fameuse esplanade. Reportage Maël Benoliel. Le troisième temple, un objectif qui pourrait bientôt devenir réalité. En plein quartier juif de la vieille ville de Jérusalem, à une centaine de mètres du mur des Lamentations, un institut est dédié à l'histoire du premier et du second temple détruits il y a environ 2000 ans.
Voilà, nous y sommes, l'Institut du Temple de la Vieille Ville, avec son exposition. Un organisme qui fait surtout l'apologie de la construction d'un futur troisième temple juif. Il pourrait être construit sur le mont du Temple, appelé esplanade des mosquées par les musulmans, considéré comme le troisième lieu saint de l'islam et épicentre ces derniers jours des tensions israélo-palestiniennes. L'Institut du Temple qui a été établi il y a 20 ans a pour but d'éduquer les gens d'Israël et tous les gens dans le monde à propos de l'importance historique, contemporaine de ce site sacré. Notre vision du Temple est une vision de paix et de fraternité pour l'humanité. 3 pièces ornées de peintures, de répliques et de maquettes du futur temple composent le décor de l'Institut. Un institut sous forme de musée visité par quelques 2000 touristes venus des 4 coins du monde chaque semaine. Une manière pour les rabbins qui dirigent ce lieu de marteler leur message. Le temple sacré est vraiment une source d'inspiration pour tout le monde, pour différentes religions. Donc les gens qui viennent ici ont la chance de voir ce qu'il y a décrit dans la Torah. Et ils se demandent comment ont-ils fait, comment vont-ils faire. L'organisme n'a pas seulement pour but de faire découvrir l'histoire à ses visiteurs, mais a bien l'intention de promouvoir son agenda un peu particulier, à savoir construire un temple pour les Juifs à côté de la mosquée d'Al-Aqsa. Le rêve de construire un temple date d'avant l'islam et précède l'actuel dôme du rocher. Nous avons déjà des plans car c'est la responsabilité du peuple d'Israël. C'est même un commandement de construire le temple sacré. Donc nous devons être prêts autant que possible pour le moment où nous aurons l'autorisation. Un souhait que partage le rabbin Yehuda Glick, gravement blessé dans une tentative d'assassinat il y a quelques jours. Je souhaite à Yehuda Glick un prompt rétablissement et je suis pressé qu'il retourne à son occupation, à savoir promouvoir le droit des Juifs sur le mont du Temple. Je voudrais rajouter que la loi israélienne garantit le droit et la liberté d'accès au lieu saint de n'importe quel citoyen israélien. Si certains perçoivent l'Institut du Mont du Temple comme une simple association religieuse apolitique, d'autres considèrent que cet institut, dirigé il y a quelques années par le rabbin Yehuda Glick, est peut-être une des clés pour comprendre le rapport des Juifs avec le Mont du Temple et les tensions qui existent avec les musulmans. Une bombe à retardement prête à exploser. L'usine d'assemblage du futur avion F-35 de l'armée israélienne a été officiellement inaugurée aujourd'hui tout près de l'aéroport Ben Gurion. Il s'agit d'un avion futuriste américain dont une version spéciale est développée pour Tsahal, un contrat militaire de très grande envergure dans un contexte où les relations entre les deux pays ne sont pas toujours aussi claires. Reportage, explication, Maxime Pérez. Officiellement, les relations israélo-américaines sont tendues. Mais derrière ce rideau, c'est tout sourire qu'on s'apprête à célébrer l'idylle sécuritaire entre les deux pays. Dans ce hangar flambant neuf de l'industrie aéronautique israélienne vont être fabriquées les ailes du F-35, un avion multirôle, dernier né des chasseurs bombardiers furtifs. 800 paires d'ailes doivent être livrées à partir de l'été 2015 au constructeur américain Lockheed Martin. Mais le pactole revient à son partenaire israélien, l'entreprise IAI, qui devrait toucher 2,5 milliards de dollars. Rien d'étonnant, le F-35 est l'avion de combat le plus coûteux au monde de tous les temps, entre 70 et 100 millions de dollars par appareil. Et malgré des performances opérationnelles qui restent encore à prouver, le F-35 remporte un véritable succès commercial. En tête des pays acheteurs, l'État hébreu, qui a déjà fait commande de 2 escadrilles. Après des années de négociations, le ministre de la Défense israélien Moshe Ya'alon a conclu en personne un accord avec son homologue américain Chuck Hagel. Les relations entre Israël et les États-Unis sont plus fortes que n'importe quel désaccord. Aucune brouille ne peut porter atteinte à notre lien si particulier. Il n'y a pas non plus de désaccord quand on sait la gratitude du peuple d'Israël à l'égard des États-Unis pour leur soutien à notre sécurité. Et pourtant, c'est ce même Moshe Ya'alon qui a annoncé il y a quelques jours la rupture d'un autre contrat, celui impliquant la vente de V-22, des appareils de transport hybrides à mi-chemin entre l'avion et l'hélicoptère, dont Israël avait commandé 6 exemplaires au Pentagone. Un choix lié à des contraintes budgétaires, ou plutôt à un règlement de compte politique selon la presse israélienne. Mal vu après ses attaques contre le secrétaire d'État américain John Kerry, Moshe Ya'alon aurait été piqué au vif après une visite à Washington, où plusieurs responsables du Pentagone auraient refusé de le rencontrer.
Ya'alon n'est pas directement lié aux tensions actuelles entre Israël et les États-Unis. Je crois même qu'il n'y est pour rien. Dans cette affaire, ce sont les Américains qui font un geste à l'égard d'Israël, pas l'inverse. Les États-Unis ont fait tout leur possible pour livrer cet appareil à Israël. Un faux ou un tox, l'armée israélienne se consolera avec le F-35 qui devrait progressivement remplacer les F-15 vieillissants de sa flotte aérienne. Un moindre mal dans un contexte régional pour le moins incertain. La Jordanie et Israël viennent de célébrer les 20 ans de l'accord de paix qui les unit dans une atmosphère plutôt glaciale, liée évidemment aux événements de Jérusalem. Mais l'ex-premier ministre jordanien Hadza al-Majali, grande figure politique du royaume, sera l'invité exceptionnel demain du magazine Focus sur i24 News. Cyril Amar a pu le rencontrer pour un entretien exclusif à Amman, en Jordanie. En voici un extrait où il est évidemment question de Jérusalem et du processus de paix. Regardez. Ce qui se passe à Jérusalem n'affecte pas seulement la Jordanie. Nous sommes davantage critiques que les autres pays puisque nous sommes les plus proches. Nous avons un traité de paix et c'est mentionné dans le traité de paix lui-même. Donc à chaque fois qu'une mesure est prise, qui ne concerne pas forcément les lieux saints de Jérusalem, mais concernant également Jérusalem-Est, comme la confiscation des terres ou les constructions, cela crée toutes sortes de tensions. Donc ça nous affecte à chaque fois. Beaucoup de ces Palestiniens ont des proches ici et nous avons des proches là-bas. Donc ça nous influence. Le Premier ministre est responsable. Les lieux saints sont cités explicitement dans le traité de paix. Si l'on touche à ces lieux saints, cela éveillera la colère du peuple jordanien dans son ensemble, et qui ne prendra pas cela à la légère. Ce n'est malheureusement pas la première fois qu'Israël rompt cet accord. Voilà, entretien donc à retrouver dans son intégralité demain soir dans le magazine Focus sur i24 News. Une présentatrice vedette de la télévision égyptienne crée la polémique dans le monde arabe. Elle a quitté la chaîne qatari Al Jazeera et elle a retiré à l'antenne son voile pour travailler sur une chaîne égyptienne. L'Égypte et le Qatar, deux pays particulièrement en froid depuis quelques mois. Explication Aynan Siksik avec Léa Berdugo. La présentatrice Nouran Salam avait surpris son public en quittant Al Jazeera pour la chaîne égyptienne Al Hayat. Mais ce changement de carrière n'était pas la seule décision qu'elle avait en tête. Peu de temps après avoir intégré son nouveau poste, Salam choisit de retirer son hijab, ce voile traditionnel musulman qui était devenu son signe distinctif sur Al Jazeera. De quoi créer la polémique au sein des chaînes d'information du monde arabe. Les plus vives critiques parlent même de sacrilège et de soumission aux normes des télévisions occidentales. Certaines rumeurs suggèrent par ailleurs que Salam aurait subi des pressions de son nouvel employeur pour faire monter l'audience. Des allégations très vite rejetées par Al Hayat qui déclare dans un communiqué. Ce sont des mensonges propagés par Al Jazeera, qui cherche à se venger des chaînes égyptiennes. Les médias égyptiens ont retransmis la colère du peuple durant le règne des frères musulmans et ont joué un rôle clé dans leur destitution. Et ce n'est pas par hasard qu'Al Hayat a mêlé les frères musulmans dans le débat. Après avoir quitté Al Jazeera, Salam avait déjà accusé la chaîne de partialité dans sa couverture médiatique des événements en Égypte. Pour elle, la ligne éditoriale de la chaîne qatari divergeait totalement de l'opinion publique égyptienne qui appelait à renverser le président Morsi, proche des frères musulmans. Al Jazeera avait déjà été l'objet de nombreuses critiques par le passé. En juillet, 3 journalistes de la chaîne ont été condamnés à 7 ans de prison en Égypte. Motif, ils auraient diffusé de fausses informations favorables à la fratrie panislamiste. Le départ de Salam et sa décision de se dévoiler aura donc déclenché une guerre médiatique entre les chaînes arabes. Ces mêmes chaînes régulièrement suivies de près par le public pour leur couverture d'un Moyen-Orient en pleine tourmente. Mais Salam reste inflexible. Enlever le hijab est pour elle une décision personnelle dépourvue de toute motivation politique. Ce qui ne manquera pas de relancer un tout autre débat, celui du droit des femmes musulmanes à assumer leur propre choix, voire même de changer d'avis. On parle sport tout de suite.
Le sport avec une scène hallucinante hier soir dans le derby du championnat de football israélien. Le match entre les deux clubs de Tel Aviv a dû être arrêté après des intrusions de supporters des deux camps et de violentes altercations avec des joueurs. 10 personnes au moins ont été arrêtées, une affaire qui fait la une des médias aujourd'hui en Israël. Le récit, Lise Barenbaum. Après seulement une demi-heure de jeu, le derby de Tel Aviv entre le Maccabi et l'Hapoel a viré à l'affrontement entre joueurs et supporters. Un fan de l'Hapoel s'est introduit sur le terrain pour s'en prendre physiquement au footballeur Eran Zahavi, quelques minutes après son but marqué sur pénalty pour le Maccabi. Le joueur est récemment passé de l'Hapoel au Maccabi, un transfert que ses anciens supporters ne pardonnent pas. Les deux hommes ont échangé des gifles et des coups de pied, le temps que les forces de l'ordre interviennent pour neutraliser le spectateur. L'arbitre, Roy Reinschreiber, a ensuite décidé d'expulser Zahavi pour s'être battu en lui donnant un carton rouge. Une sanction que les fans du Maccabi n'ont pas supportée. Une rixe éclate alors entre joueurs des deux équipes. Les fans du Maccabi débarquent en masse sur la pelouse pour charger les joueurs de l'Hapoel. Le match a ensuite été officiellement arrêté. Mais la bagarre s'est poursuivie le lendemain au tribunal. 11 supporters ont perturbé les audiences. Le juge Yaron Gatt a condamné Elroy Yadai, le supporter de l'Hapoel qui s'est précipité sur le terrain. Yadai comparaissait pour violence, hooliganisme et mépris de l'ordre public. L'Hapoel Tel Aviv a banni Yadai à vie de son club. De son côté, l'avocat du supporter prétend que Yadai a été frappé par les gardes de sécurité et qu'il a répondu à une provocation. Pourtant, l'homme a des antécédents graves, 11 arrestations et 7 interdictions de stade par le passé. Le manager de l'Hapoel, Eyal Berkovitch, a même comparé les stades israéliens à des champs de bataille, une situation alarmante qui montre que le hooliganisme dépasse les frontières de l'Europe. Alors on va revenir évidemment un peu plus en détail sur ces incidents, car il y a des derbys chauds dans le football, ce n'est pas nouveau. Mais là quand même, ce que l'on a vu hier soir mérite qu'on s'y arrête. Avec vous, Mathias Inbar, bonsoir. Vous connaissez bien le football israélien. Alors comment en arrive-t-on à de tels débordements, même s'il y a de la rivalité ? Bien, la rivalité entre les deux clubs n'est pas nouvelle, Jean-Charles. Elle date depuis plusieurs dizaines d'années. Il y a une rivalité qui est plus sociologique, plus peut-être sociale que politique. Les deux clubs se détestent. Vous l'avez dit, il y a des derbys. Vous le voyez sur ces images, des images d'une rare violence. Pourquoi ? Parce qu'il y a une haine viscérale entre les deux clubs. L'Hapoel Tel Aviv, c'est le club qui est qualifié de communiste, d'où le rouge du maillot. C'est littéralement, traduction, l'Hapoel, ce sont les ouvriers. Et donc, les ouvriers, il y a également une forte communauté musulmane de supporters à l'intérieur de l'Hapoel Tel Aviv. Le Maccabi Tel Aviv, c'est plutôt l'élitisme, la bourgeoisie tel-avivienne. Le nord de Tel Aviv, c'est la raison pour laquelle les deux clubs se détestent. Il y a une haine viscérale, mais plutôt sociologique et non beaucoup moins politique. En attendant, pourquoi on en est arrivé là ? Parce que Eran Zahavi, c'est quand même l'un des symboles de l'Hapoel Tel Aviv. Le joueur qu'on voit sur les images. Exact. C'est une grande star, un international israélien qui a joué à l'étranger, notamment en Italie. Mais c'est un ancien symbole de l'Hapoel Tel Aviv. C'est lui, souvenez-vous, qui avait marqué dans un très joli retourné contre Lyon, qui avait été d'ailleurs salué par Jean-Michel Aulas. Il est passé du côté du Maccabi Tel Aviv et cela n'est pas excusable pour les supporters de l'Hapoel Tel Aviv. Ouais, mais alors ça explique peut-être pas quand même comment cette violence peut se transporter sur le terrain. C'est-à-dire qu'il y a un problème de violence dans les stades de football en Israël. Là, on a l'impression que personne n'y est préparé. On est surpris par ce qui s'est passé hier ? On est carrément surpris tout simplement parce que jusqu'à présent, effectivement, il y avait des jeunes qui étaient rentrés sur le terrain, qui avaient été expulsés des terrains pour 15 jours. C'est une mesure qui est ridicule. La police qui rejette la responsabilité sur les stadiers parce qu'il y a une loi exactement comme en France qui a fait en sorte que les policiers quittent l'enceinte du football, des stades et soient à l'extérieur. La police qui rejette tout simplement la responsabilité sur les stadiers de ne pas avoir fait leur travail. Il y a également des violences. Par exemple, à chaque fois qu'il y a un match entre l'Hapoel Tel Aviv et le Beitar Jérusalem, là, il y a une rivalité politique. C'est la gauche et la droite ou l'extrême droite qui s'affrontent. Il y a des affrontements entre supporters à l'extérieur et à l'intérieur du stade. Donc le mal est vivant. Jusqu'à tel point qu'il y a eu des bagarres générales, des scènes surréalistes à l'extérieur du tribunal à Tel Aviv, et également cette photo, si on a peut-être juste 15 secondes pour la voir,
Judenrat, c'était l'Hapoel Tel Aviv qui recevait le Maccabi Tel Aviv en 2014. C'est la manière dont, intelligente si j'ose dire, dont les supporters de l'Hapoel Tel Aviv ont reçu ceux du Maccabi. Voilà donc le football israélien confronté au phénomène de la violence dans les stades. Exemple criant. Merci Mathias Inbar. Je vous en prie. Voilà, et on va adoucir les mœurs pour terminer en parlant d'art et le musée du Louvre, le célèbre musée français qui est en train de se créer un clone au Moyen-Orient, un musée qui est créé à Abu Dhabi. Reportage Joseph Emmanuel. Un dôme de 180 mètres de diamètre, forgé de plusieurs couches ajourées en acier inoxydable. Un défi architectural, voici le Louvre d'Abu Dhabi. C'est émerveillé devant le musée conçu par l'architecte Jean Nouvel que la ministre de la Culture de la France rappelle l'objectif de ce projet. Créer un musée pour représenter le message de la plus grande monarchie héréditaire des Émirats, un message d'universalité. Face aux nombreuses critiques qui ont entouré le projet, Fleur Pellerin rappelle les fondamentaux de l'exception française. Ça fait partie aussi du rayonnement de la France que de savoir exporter ses savoir-faire et je n'y vois pas du tout de problème de nature mercantile ou voilà, je ne pense pas du tout que ce soit brader l'image de la France, bien au contraire que de participer à ce type de projet. 300 œuvres seront prêtées par 13 musées français dans le cadre d'un accord signé en 2007 entre Paris et Abu Dhabi. Un accord d'1 milliard d'euros auquel il faut ajouter 500 millions pour le coût estimé de la construction. Le Louvre d'Abu Dhabi s'étendra sur 64 000 m² avec 6 000 m² pour les collections permanentes et 2 000 m² pour les expositions temporaires. Voilà, fin de cette édition, mais le Grand Direct continue dans un instant avec un débat consacré à la violence utilisée en politique et évidemment à l'occasion du 19e anniversaire de l'assassinat d'Yitzhak Rabin. A tout de suite.